Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez fascinants, des extraits du chapitre 2 de la Muqaddimah. C'est l'œuvre d'Ibn Khaldoun, un penseur du XIVe siècle, vraiment visionnaire. Absolument. Et dont l'analyse, vous allez voir, résonne encore étrangement aujourd'hui. Notre but, c'est de décortiquer un peu sa grande idée, la différence fondamentale qu'il voit entre, d'un côté, les sociétés bédouines, nomades donc, et de l'autre, les sociétés sédentaires, les citadins. Et surtout, comment cette différence, pour lui, ça façonne tout. Le caractère, le courage, la fameuse asabia, la cohésion sociale et même la façon dont les pouvoirs naissent et meurent. Oui, c'est une vraie immersion dans sa vision de la civilisation. Ce qui est frappant chez Ibn Khaldoun, c'est qu'il met vraiment le mode de vie au centre. Pour lui, ce n'est pas juste un décor, c'est ce qui détermine les structures sociales, la psychologie des gens, même leur morale. Il voit bédouins et sédentaires comme des groupes presque naturels, sculptés par la nécessité parce qu'ils font pour vivre. L'agriculture et l'élevage d'un côté. Voilà, et l'artisanat, le commerce, le luxe de l'autre côté, en ville. Alors, entrons dans le concret. Comment ça marche, ce façonnage par le mode de vie? Il oppose vraiment ces deux mondes? Oui, il y a d'un côté la vie bédouin, très simple, dictée par les besoins vitaux, manger, s'abriter, une vie rude limitée par l'environnement, souvent le désert, et de l'autre, la vie sédentaire qui, elle, tend vers plus de confort, vers l'accumulation, le luxe même, avec des métiers très spécialisés, des grandes constructions. Et il va même plus loin, il nuance à l'intérieur du monde bédouin, c'est ça? Exactement. Il fait une différence entre, disons, les agriculteurs ou les éleveurs de moutons et de bœufs, qui sont un peu moins nomades, et les éleveurs de chameaux. Eux, ils vont plus loin dans le désert, ils les considèrent comme plus sauvages, dans le sens de plus endurcis, moins civilisés. Et il cite des peuples? Oui, ils pensent aux Berbères, à certains Arabes, Turcs, Kurdes, des groupes connus pour leur mode de vie rude à son époque. Et là, il y a une idée qui peut surprendre. Il dit que les Bédouins sont à l'origine de la civilisation sédentaire. C'est ça. Pour lui, l'étape ultime pour un Bédouin qui réussit, qui s'enrichit, c'est de s'installer en ville, de chercher le confort. C'est le but? Alors que l'inverse n'arrive jamais. Le citadin ne rêve pas du désert. Non, jamais. Du coup, il en conclut que la plupart des habitants des villes ont, quelque part, des ancêtres bédouins. Fascinant. Et cette idée de source originelle, ça a des implications morales aussi d'après lui. Tout à fait. Comme les Bédouins vivent dans la nécessité, ils seraient moins exposés aux tentations, aux plaisirs qui peuvent colorer l'âme, comme il dit. Moins de corruption morale possible. Il va même jusqu'à dire qu'ils sont plus faciles à guérir de leurs vices, parce que les habitudes sont moins ancrées que chez les citadins, déjà habitués au superflu. Logiquement, ça doit aussi jouer sur le courage. Ah oui, énormément. Pour Ibn Khaldoun, c'est clair, les Bédouins sont plus courageux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils assurent eux-mêmes leur défense. Ils sont isolés, pas de murailles, pas de police, il faut être toujours prêt, toujours armé. Et les citadins? Les citadins, ils délèguent, au gouvernement, à l'armée. Ils comptent sur les murs, et cette dépendance, ça les ramollit. Il utilise une image forte, il dit qu'ils deviennent semblables aux femmes et aux enfants pour ce qui est de la combativité. Ils perdent leur courage naturel. C'est une vision assez directe. Il pousse même l'analyse jusqu'à l'effet des lois. Oui, et c'est très intéressant, il pense que la soumission constante à des règles extérieures, que ce soit les lois d'un État ou même une éducation trop rigide dès l'enfance, ça finit par user la force d'âme, la capacité à résister. Soit ça humilie et ça brise, soit ça rend docile, ça affaiblit. Il fait une distinction intéressante avec la loi religieuse des débuts de l'islam. Ah oui? Pour lui, au début, c'était une conviction profonde, intérieure. Ça n'a pas diminué le courage des premiers musulmans. C'est seulement quand la religion devient un système externe, un savoir technique, qu'elle peut contribuer à cet affaiblissement, comme les autres lois. Et les Bédouins, échappent à ça? En grande partie, oui, parce qu'ils vivent loin de ces appareils de contrôle. Du coup, ils garderaient leur force d'âme plus intacte. Et on arrive au cœur du réacteur de sa pensée, ce fameux concept d'asabia. Comment on traduit ça, simplement? Esprit de corps, solidarité de groupe. Oui, c'est un peu tout ça. Esprit de corps, cohésion, sentiment d'appartenance très fort. C'est vraiment le moteur de l'action collective dans son système. C'est crucial, surtout dans le désert où il faut s'unir pour survivre, pour se défendre. Et ça repose sur quoi, principalement? Essentiellement sur les liens du sang, le lignage, la conscience d'avoir une origine commune. Ou alors sur des liens qui imitent ça. Une alliance très forte, un lien de clientèle très fidèle. C'est ce sentiment presque, oui, instinctif, de devoir aider, de défendre les siens.
Si un parent est attaqué, on ressent de la honte, de la colère. C'est ça l'asabia en action. D'où l'importance de la généalogie pour lui. Exactement, mais pas juste pour savoir qui est qui. C'est parce que la généalogie, quand elle est connue et vécue, ça implique des contacts réels, de l'entraide. Si le lien devient trop abstrait, trop lointain, ça perd sa force. Ce qui expliquerait pourquoi il pense que la pureté du lignage, et donc la plus forte asabia, se trouve chez des groupes isolés, comme certains Arabes du désert qu'il cite. C'est ça. Leur vie rude empêche les mélanges, selon lui. À l'inverse, des groupes installés dans des régions plus ouvertes, plus riches, comme au Yémen, se seraient mélangés avec d'autres peuples et ça aurait dilué un peu cet esprit de corps originel. Mais les lignages peuvent quand même se mélanger. Ah oui, bien sûr. Il explique qu'un individu, ou même un petit groupe, peut se rattacher à un clan plus puissant, par alliance, ou parce qu'il a dû fuir son propre groupe après un problème, un crime. Et si ça marche bien, avec le temps, on peut oublier l'origine exacte. L'important, c'est que la personne est intégrée, elle partage les droits et les devoirs du nouveau groupe. Une nouvelle asabiya se crée. Mais il y a une limite quand même. Qui peut commander? Oui, point crucial. Pour lui, le vrai chef, celui qui a l'autorité suprême dans un groupe, il doit absolument venir du lignage dominant, celui qui incarne l'asabiya la plus forte. Un allié, un client, comme il dit, même s'il est influent, ne peut pas prendre cette place. Le commandement suprême, ça repose sur cette force héritée. Il dit même que c'est suspect de vouloir se rattacher à un lignage prestigieux si on n'en fait pas partie. Et ça nous amène à sa vision de la noblesse, la maison, le sharaf. Voilà, la vraie noblesse, celle qui compte politiquement. Elle a besoin de deux choses pour Ibn Khaldoun. Un, des ancêtres illustres bien sûr, mais deux, et c'est essentiel, une asabiya, un esprit de corps toujours bien vivant dans le groupe. Chez les citadins, où cet esprit de corps a tendance à faiblir, la noblesse, c'est souvent juste un souvenir, un nom prestigieux, mais sans force réelle derrière. Il prend l'exemple des Israélites de son temps. Oui. Ils ont des ancêtres très prestigieux, les prophètes, mais comme ils sont dispersés, sans pouvoir, sans asabiya active, leur noblesse n'est qu'une illusion. Elle n'a plus de traduction politique. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec Averroès qui, selon lui, ne voyait la noblesse que comme le fait d'être installé depuis longtemps dans une ville. Ibn Khaldoun dit « Non, ça ne suffit pas. Il faut la sabiya. » Et c'est là qu'intervient son fameux cycle de la noblesse, en 4 générations. C'est frappant comme description. Oui, c'est une de ses idées les plus connues. Très schématique, mais parlante. La première génération, c'est le bâtisseur, celui qui a trimé, qui sait ce que ça coûte de construire la gloire. Le fondateur. C'est ça. La deuxième, le fils, il a connu le père, il a appris, il maintient l'héritage, mais bon, il a moins connu la galère initiale. D'accord. La troisième, le petit-fils, lui, il se contente d'imiter. Il vit sur la réputation. La tradition devient un peu une routine, quoi. Il récolte sans avoir semé. Un peu. Et la quatrième génération, alors là, c'est souvent la chute. L'arrière-petit-fils a perdu les qualités des ancêtres. Il méprise l'effort, il pense que tout lui est dû à cause de son nom. Il devient incapable de maintenir le rang. Et c'est là qu'il se fait renverser. Souvent, oui. Par une autre branche de la famille, peut-être plus éloignée du centre, qui a gardé plus de vigueur, plus d'asabiya. Il trouve même des confirmations de cette idée de 4 générations dans des récits anciens, comme l'histoire de Joseph ou un passage de la Bible. Bon, on a cette tasabiya, cet esprit de corps puissant. Comment ça devient du pouvoir politique concret, le moulk, l'autorité royale, comme il dit? Eh bien, pour lui, c'est une suite assez logique. D'abord, l'asabiya donne la capacité de se défendre, d'agir ensemble. Or, toute société a besoin d'un chef, d'une autorité pour mettre de l'ordre, pour arbitrer. Et qui va être ce chef? Logiquement, celui qui a l'asabiya la plus forte, parce que c'est lui qu'on va écouter, qu'on va suivre. Ça, c'est le leadership, la riyasa. Et après? Là, on passe au mulk, l'autorité royale. C'est le but ultime d'une asabiya qui domine. Ce groupe va chercher à soumettre les voisins moins unis, à s'étendre, et si la dynastie qui est en place est faible, il peut la renverser, ou alors devenir si puissant qu'il contrôle le pouvoir sans en avoir le titre officiel. Il pense aux Turcs sous les Abbassides, par exemple. Mais ça ne réussit pas toujours. Quels sont les obstacles, les freins à cette montée en puissance? Il en voit surtout 2. Le premier, c'est un thème qui revient tout le temps chez lui, le luxe, l'excès de raffinement, de confort. Ah, le fameux danger du luxe. Exactement. Quand un groupe arrive au pouvoir, s'installe en ville, accède à la richesse, à la vie facile,
Fini la rudesse, l'endurance, les qualités guerrières du début. L'assabiya s'effrite, le courage baisse, les enfants naissent dans l'opulence, ils deviennent dépendants, un peu arrogants mais faibles au fond. La cohésion disparaît. Et là, la dynastie devient mûre pour être remplacée par un autre groupe resté plus sauvage. Plus on est civilisé matériellement, plus la fin est proche. C'est un peu sa logique. D'accord. Et le deuxième obstacle? C'est la soumission prolongée. Le fait d'être dominé par quelqu'un d'autre, de payer un tribut, d'obéir à des maîtres étrangers, ça casse complètement l'élan de la Sabiya. Il reprend l'exemple des Hébreux sortant d'Égypte. Leur longue servitude les aurait rendus trop habitués à l'humiliation, incapables de conquérir la terre promise, même si Dieu le leur ordonnait. Les 40 ans dans le désert, c'était pour ça. Oui, pour faire disparaître cette génération marquée par la soumission et laisser émerger une nouvelle génération fière, avec une assabiya intacte, prête à combattre. Pour Ibn Khaldoun, payer l'impôt à un pouvoir étranger, c'est le signe ultime de la soumission, ça tue toute ambition de régner soi-même. À l'inverse, est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'un groupe est au contraire prêt à prendre le pouvoir? Il parle de qualité morale, non? Oui, absolument. C'est un point important. Il pense que le pouvoir royal, le moulk, comme c'est quelque chose de spécifiquement humain, ça doit aller de pair avec les bonnes qualités humaines. Donc un groupe qui a une forte assabiya et qui vise le pouvoir va aussi montrer des vertus andalousses. La générosité, le pardon, l'hospitalité, la justice, le respect de la religion, des savants, des anciens, des étrangers, l'attention aux pauvres. Si on observe ces qualités chez un groupe, c'est un bon signe. Ça montre qu'il est mûr pour gouverner. Et inversement, si une dynastie au pouvoir devient injuste, méprise ses valeurs, c'est un signe de déclin imminent. Le traitement des plus faibles ou des personnes respectées est un bon indicateur. Voilà, le respect des savants, des religieux, des étrangers, des pauvres, c'est un baromètre très fiable pour lui. Il dit aussi que les nations sauvages, les Bédouins par exemple, ont un avantage au début pour les grandes conquêtes. Pourquoi? C'est lié à leur mode de vie nomade. Ils sont courageux, endurcis, mais surtout, ils ne sont pas attachés à un endroit précis. Pas de ville à défendre, pas de champ à protéger à tout prix. Ça leur donne une mobilité incroyable. Ils peuvent aller loin, attaquer, soumettre, sans être freinés par la défense d'une base. Il les compare un peu à des bêtes de proie pour cette capacité à se déplacer et à frapper vite. Et si une dynastie issue d'un de ces peuples commence à faiblir, mais que l'esprit de corps de la nation d'origine existe encore? Alors, selon sa théorie, le pouvoir va forcément passer à une autre branche de la même nation. Une branche qui est restée un peu à l'écart, moins touchée par le luxe de la capitale et qui a gardé une assabiya plus forte. Il donne des exemples, les Sassanides qui succèdent aux anciens rois perses, les Romains qui prennent le relais des Grecs. Le pouvoir reste dans le même grand groupe jusqu'à ce que l'assabiya de ce groupe soit complètement épuisée, ou alors s'il y a un grand changement comme une nouvelle religion qui change tout. Il y a aussi cette observation très fine sur le vaincu qui imite le vainqueur. Ah oui, ça c'est très moderne comme analyse, je trouve. Le groupe qui a perdu, il se met à admirer le vainqueur. Et il l'imite dans ses vêtements, ses habitudes, sa langue, parfois même ses croyances. Mais pourquoi? Toi, l'assabiya, mais aux coutumes. C'est une erreur d'analyse, mais psychologiquement, c'est puissant. Il compare ça à l'enfant qui imite ses parents. Il donne même un exemple de son époque. En Espagne, les musulmans vaincus qui se mettaient à imiter les habitudes des chrétiens du Nord qui gagnaient du terrain. Le proverbe « le peuple suit la religion de son roi » va un peu dans ce sens aussi. C'est une dynamique d'acculturation par la défaite, en somme. Et pourquoi ces nations vaincues disparaissent si vite parfois? Alors là, son explication est assez sombre. Il pense que la perte du pouvoir, de la maîtrise de son destin, ça crée une sorte d'apathie générale, un découragement profond. L'espoir diminue et pour lui, l'espoir c'est vital. Même pour la démographie, pour l'envie de faire des enfants. En plus, la défaite elle-même porte un coup terrible à la Sabiya, les liens sociaux se défont. Le groupe devient fragile. Exactement. Démographiquement fragile, vulnérable, il compare ça aux animaux sauvages qui ne se reproduisent plus en captivité. Il analyse le cas de la Perse après la conquête arabe. Très peuplée avant, elle aurait connu un déclin démographique très rapide. Pas forcément à cause de l'oppression, il dit que les débuts de la domination musulmane étaient plutôt justes, mais par cette sorte de démoralisation collective liée à la perte de souveraineté. C'est un processus naturel de déclin post-défaite. C'est comme ça qu'il le voit. Il fait juste une exception, assez problématique vue d'aujourd'hui,
pour les nations nègres qu'il considère, selon les préjugés de son temps, comme naturellement soumises et donc moins affectées par ce phénomène. Revenons un peu aux Bédouins eux-mêmes. Ibn Khaldoun voit des limites à leur conquête. Oui, tout à fait. Il note qu'ils sont très forts pour dominer les plaines, les territoires ouverts. Mais dès que ça devient montagneux, accidenté, difficile d'accès, ils sont moins efficaces. Ça demande plus d'efforts, le butin est moins facile à prendre. Ils préfèrent les terrains plats, faciles à piller, surtout s'ils ne sont pas bien défendus. Et quand ils réussissent à s'imposer quelque part, l'impact n'est pas très positif si j'ai bien compris. Non, sa description est même très dure. Ça nuance beaucoup l'image du bédouin proche de la nature qu'il a pu donner avant. Il dit clairement, là où les bédouins dominent, ça tend vers la ruine. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour lui, leur nature sauvage, elle est à l'opposé de ce qui fait la civilisation. Ils détruisent les bâtiments pour récupérer des matériaux, ils pillent sans penser au lendemain, ils ne valorisent pas le travail des artisans ou des commerçants, souvent ils ne paient pas, donc ça décourage toute activité économique. Et surtout, ils ne se préoccupent pas de mettre en place des lois stables, un ordre juste. Ce qui les intéresse, c'est le butin immédiat, les impôts qu'ils peuvent extorquer. Du coup, l'insécurité augmente. Il dit que leur règne ressemble à l'anarchie et que c'est destructeur pour les villes et l'économie. Les rivalités entre chefs bédouins n'arrangent rien, j'imagine? Exactement, ça aggrave le problème. Il cite des exemples de son époque ou passé, le Yémen, certaines parties de l'Irak, la Syrie, marquées selon lui par les ravages de ces dominations bédouines. Mais alors, comment est-ce qu'un groupe bédouin peut arriver à fonder un État, un moulk stable et durable? C'est possible quand même. Oui, mais à une condition très précise, selon lui. Il faut qu'il soit transformé par ce qu'il appelle une teinture religieuse, une sibga dignata. C'est-à-dire L'influence d'un prophète, d'un saint, ou l'adhésion forte à un grand mouvement religieux qui les unit. La religion, ça leur apporte le frein intérieur, la discipline qu'ils n'ont pas naturellement. Ça leur permet de dépasser leur orgueil, leur jalousie, de se rassembler pour une cause plus grande que le pillage. Ils remarquent même que leur état primitif, moins pollué par les habitudes complexes des villes, les rend peut-être plus réceptifs à un message religieux simple et fort. l'islam pour les Arabes, c'est l'exemple parfait pour lui. Voilà, ça a transformé des tribus rivales en une force capable de créer un empire immense et durable, au moins au début. Donc sans religion, pas de salut politique pour les Bédouins. C'est sa conclusion, oui. Leur nature indocile, leur difficulté à obéir à un chef sur le long terme, leur focus sur le gain immédiat, tout ça fait d'eux, dit-il, la nation la plus éloignée qui soit de la politique royale. Il observe d'ailleurs qu'une fois que l'élan religieux des débuts s'est calmé, les Arabes sont souvent retournés à leurs vieilles habitudes, au désert, aux querelles, et les dominations bédouines qu'il voit à son époque au Maghreb, pour lui, elles ne mènent qu'à la ruine. Et en temps normal, quand il n'y a pas de conquête en cours, c'est quoi la relation entre Bédouins et villes? C'est une relation de dépendance mutuelle, mais pas équilibrée. Les Bédouins ont besoin des villes pour les outils, les tissus, les céréales, l'argent. Et les villes ont besoin des produits que les Bédouins apportent, les animaux, la laine, le lait. Mais comme les besoins des Bédouins vis-à-vis des villes sont plus essentiels, plus constants, Ibn Khaldoun pense que ça les met dans une position de dépendance. Et les villes dominent. Naturellement, oui. Les chefs des villes peuvent les contrôler, soit en leur donnant ce dont ils ont besoin, soit par la force s'il le faut, en jouant sur leur division. Donc, sauf quand ils sont en phase de conquête avec une forte assabiya, les Bédouins sont plutôt dominés par les centres urbains. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette pensée foisonnante d'Ibn Khaldoun? Il y a plusieurs points forts qui ressortent de ces extraits, non? Oui, absolument. D'abord, cette idée très forte que le mode de vie désert contre cité, ça influence tout. Le caractère, le courage, la morale même. Ensuite, ce concept clé, l'assabiya, cette cohésion de groupe basée sur le sang, qui est vraiment le moteur de l'histoire pour lui. Sans ça, pas de pouvoir durable. C'est ça. Puis il y a cette vision des cycles, l'ascension, puis le déclin inévitable des dynasties, souvent à cause du luxe qui ramollit et détruit la Sabiyaya. C'est presque une loi de l'histoire pour lui. Et enfin, l'image des Bédouins. Elle est complexe. À la fois source de force, de courage, base de la civilisation, mais aussi potentiellement destructeurs s'ils ne sont pas guidés, canalisés par une force supérieure, comme la religion. Oui, c'est très nuancé. Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point son analyse est systémique.
Déjà au XIVe siècle, il cherche des causes, des liens entre l'environnement, l'économie, la psychologie des groupes, la politique. Il ne se contente pas de raconter les événements, il essaie de trouver des lois généraux, des mécanismes naturels qui expliquent pourquoi les civilisations naissent, grandissent et meurent. C'est vraiment une science sociale avant l'heure. Et pour finir, peut-être une question qui nous reste après cette lecture. Cette idée d'un esprit de corps, d'une asabiya qui se forge dans la difficulté et qui s'use dans le confort, dans l'individualisme. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore observer aujourd'hui, peut-être sous d'autres formes? Dans nos sociétés, nos entreprises, nos organisations, qu'est-ce qui crée la cohésion de nos jours et qu'est-ce qui la dissout? Et c'est une excellente question. Une interrogation en tout cas qui nous fait réfléchir presque 700 ans après Ibn Khaldoun.